Me joindre à l'ensemble des camarades qui à cette table ont salué cette université d'été. Vous dire à quel point toute mon émotion, ma fierté, au nom de la direction de Révolution Permanente, de voir autant de monde à cette université d'été, et que c'est juste dingue en fait de se dire qu'on a dû refuser du monde parce qu'il n'y avait pas assez de capacité d'accueil à peine un an après notre départ du NPA, après quelques mois où on a mis corps et âme dans une campagne présidentielle et dans la recherche des parrainages. Et ça nous émeut énormément de voir cette université d'été, de voir aussi bien quantitativement, mais qualitativement à travers les délégations internationales présentes ici, le nombre important de jeunes et également de militants ouvriers qui ont fait plus que leurs preuves dans l'exercice de la lutte de classe durant les 5 dernières années. Vous dire également à quel point nous sommes impactés par la qualité des échanges et des interventions dans les différents ateliers. Vous aurez compris que cette UDT de Révolution Permanente a un caractère particulier. Au-delà de l'enthousiasme qu'elle nous procure, nous voulons aussi que cette université d'été puisse vous être utile, vous servir dans les défis qui sont face à nous. Nous ne l'avons pas pensé pour s'auto-congratuler ni s'écouter parler, ou bien encore pour clarifier nos désaccords avec des ministres bourgeois comme Schiappa ou Dati. Mais nous voulons modestement qu'elle participe à forger la conscience et la pratique révolutionnaire de cette nouvelle génération ici présente et qui aura des défis immenses à relever dans la prochaine période. Pour les marxistes, l'analyse de la situation n'est pas quelque chose de froid dans laquelle, tels des commentateurs de football, nous raconterions ce qu'il se passe sur le terrain de la lutte de classe. Mais pour nous, ces analyses, ces débats, ces discussions servent à penser le plus justement possible nos tâches dans la période. Comment répondre à la guerre que la bourgeoisie nous mène? Ce n'est pas là une lubie de gauchiste. Chaque jour, par différents aspects, cette guerre se passe sous nos yeux. D'ailleurs, parmi les 26 milliardaires qui détiennent la moitié des richesses de l'humanité, vous connaissez sans doute ce milliardaire qui s'appelle Warren Buffett, qui est 5e fortune mondiale. Patron également de Lubrizol, l'usine à Rouen qui a brûlé en 2019. Warren Buffett avait dit dans une interview en 2012 une phrase qui est devenue un peu célèbre. Il a dit, ouvrez les guillemets, « Il y a une lutte des classes, bien sûr, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. » Je pense que dans cette salle, nous n'avons pas besoin de convaincre qui que ce soit de cela, ni même de l'exploitation et des oppressions, de cette guerre de classe que nous mène la bourgeoisie. Mais nous avons besoin profondément de discuter de comment faire face à cette guerre, comment y répondre, comment changer cela et surtout la gagner. Il est fondamental de forger nos esprits à lutter, à s'organiser, se préparer à des affrontements importants, car de la même manière au quotidien, par la presse bourgeoise, la classe dominante distille ses slogans, ses formules qui ne servent qu'à tromper notre camp social. Au même moment où Macron déclarait qu'il nous faudra en finir avec l'insouciance et l'abondance, le magazine Challenge sortait un article sur les records des dividendes aux actionnaires en 2022. Voilà une fois de plus toute l'irrationalité du système capitaliste. Que fait là Macron par cette déclaration, sinon d'essayer de forger les esprits des prolétaires à la pensée dominante, à encore plus d'austérité et de précarité. Car pas question une seule seconde, dans sa bouche et son esprit, de toucher le moindre centime aux richesses abondantes de la classe dominante. Alors de quelle abondance parle-t-il? Depuis quand notre camp a vécu dans l'abondance? La crise du système capitaliste n'a fait que croître et dans son sillage, ramasser par millions des familles ouvrières. Comment dans un pays qui compte 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, on peut parler d'en finir avec l'abondance quand des millions, chaque jour, hésitent entre manger ou se chauffer, entre cuisiner avec ou sans huile à cause du prix, à quitter leur emploi car le prix de l'essence a explosé. C'est un énième crachat au visage que de parler d'abondance alors qu'il y a une explosion des prix et des salaires qui, en plus de ne pas augmenter, en réalité diminuent. Certains patrons bondiraient en disant c'est faux, les salaires n'ont pas diminué. Mais comment explique-t-il alors que ce que nous pouvons payer avec 10 € hier
aujourd'hui nous en coûte 15. Qu'est-ce que cela sinon une diminution de nos salaires? À cela, ils nous répondront que l'inflation n'est pas de leur faute, que c'est la conséquence de la guerre en Ukraine. Et je voulais profiter également de cela pour apporter tout notre soutien au peuple ukrainien et aux camarades qui ont fui les bombardements des avions russes. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous appelons au retrait des troupes russes et nous réaffirmons haut et fort notre soutien à l'autodétermination du peuple ukrainien face à l'envahisseur Poutine. Mais cette autodétermination ne pourra se faire qu'en toute indépendance de l'OTAN et de Zelensky, car nous ne pensons pas qu'il faut remplacer une domination par une autre. L'inflation n'est pourtant pas le fait de la guerre en Ukraine, camarades. L'inflation est une conséquence directe du capitalisme. L'inflation est simplement le fait de la volonté des patrons à maintenir leurs profits en temps de crise. Que cela soit dans une guerre ou encore comme nous le connaissons avec la crise sanitaire ou même en profitant de la crise climatique. Pour vous donner quelques exemples concrets, durant la pandémie, les 500 familles les plus riches de France ont vu leur richesse augmenter de plus de 730 milliards en une seule année. Prenons l'exemple également de Total, qui sur le seul semestre 2022 a accumulé plus de 20 milliards de bénéfices. En 6 mois, peu importe les crises, les guerres, les inflations et autres, en 6 mois, ils ont fait l'équivalent de 2 années cumulées de bénéfices. Chers camarades, c'est eux qui mènent les guerres, c'est eux qui en profitent, et c'est nous qui mourrons et qui payons ce qu'ils nous font. Et je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Gaëtan concernant la tension autour de la Chine et Taïwan, mais vous dire à quel point les conséquences seraient terribles. Si une guerre se déclenchait demain entre de telles puissances, en plus de la guerre actuelle en Ukraine, ce serait à coup sûr des centaines de milliers de morts et une large partie des classes populaires à l'échelle mondiale qui seraient encore plus plongées dans la pauvreté. Nous voyons avec l'Ukraine et peut-être dans un avenir plus rapproché avec Taïwan comment les guerres ont des conséquences directes sur nos vies. Jusqu'à présent, les guerres de haute intensité nous apparaissaient comme de l'ancien temps, même si la concurrence entre impérialisme et grande puissance a toujours été présente. Néanmoins, ils ne s'affrontaient pas directement sur le terrain militaire depuis la fin de l'Union soviétique. Aujourd'hui, avec l'approfondissement de la crise du capitalisme, les puissances impérialistes se préparent à l'affrontement, comme l'a indiqué la camarade de Rio, avec le réarmement important en Allemagne ou dans de nombreux pays qui ont augmenté leur budget militaire. Depuis 10 ans et le gouvernement Obama, les États-Unis ont changé leur doctrine. De guerre contre le terrorisme, la doctrine est devenue de contenir la Russie et la Chine. Toute la politique, la stratégie, la diplomatie, les investissements, tout ce que les États-Unis font est pour contenir la Russie et la Chine. C'est ainsi que nous voyons actuellement comment ils agissent avec le cas de Taïwan, pour accélérer et tendre encore plus la situation, notamment récemment avec la présence de Nancy Pelosi, 25 ans, sans avoir la moindre visite sur l'île de Taïwan de la part des États-Unis. Et la réponse de la Chine a été directement de faire des essais militaires en mer proche de Taïwan. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour vous effrayer, même si c'est effrayant, ou encore parler de Troisième Guerre mondiale, mais pour montrer qu'il y a un changement important des coordonnées de la situation. Ce changement oblige plus que jamais à sortir d'une forme de routinisme et de passivité, notamment présente à l'extrême gauche. Car nous le voyons, ce ne sont ni les G7, ni les G20, ni la diplomatie, ni l'ONU, ni l'Union européenne qui arrêteront quoi que ce soit face à la guerre. Seuls les processus révolutionnaires peuvent empêcher les grandes boucheries de la bourgeoisie. Il y a un siècle, la grande révolutionnaire Rosa Luxembourg parlait de socialisme ou barbarie. Mais un siècle plus tard, nous ne pouvons que faire le constat que la barbarie du capitalisme est bien présente. Comme la guerre n'est qu'une facette de la barbarie du capitalisme, la crise climatique n'est pas l'autodestruction de la planète, mais la conséquence du système capitaliste sur l'environnement et nos vies. L'idée de la lutte contre la crise climatique est devenue une préoccupation de plus en plus importante et de plus en plus urgente. Cet été à l'international et surtout en France, avec le nombre d'incendies spectaculaires, la sécheresse et le niveau catastrophique de nombreuses rivières, la prise de conscience a fait un bond. Je pense notamment, et je pense que vous l'avez vu, à l'impact de la vidéo du Média Brut sur les gorges du Verdon. Plus personne ne peut faire comme s'il n'y avait pas d'urgence. Le GIEC, qui est l'organisme mondial spécialisé depuis des décennies sur la question climatique,
parle aujourd'hui de 3 ans maximum pour faire volte-face. Cet organisme n'est pas marxiste et son rapport ne parle pas de révolution. Pourtant, lorsqu'on lit l'ensemble des préconisations du GIEC, seule la révolution peut apporter un changement à la crise du climat. La bourgeoisie et son cynisme à sortir d'une crise pour entrer dans une autre, comme disait Lénine, n'apportera jamais la moindre solution à cela. Car lutter pour le climat, c'est lutter contre leurs propres intérêts. Et cela, vous comprenez qu'ils n'y toucheront jamais. C'est pour cela qu'une fois de plus, elle martèle des slogans creux et qu'elle a aussi à ses côtés les partis de la gauche institutionnelle qui, au-delà des constats que nous pouvons partager par moments sur la crise climatique, ne cherchent en réalité à mener aucune lutte à mort contre le système. Ils espèrent moyenner, parlementer avec ceux qui nous ont mis dans cette situation. Pensez-vous que Total et ses 20 milliards de bénéfices en 6 mois va se séparer de sa richesse? Pensez-vous que l'entreprise saoudienne de pétrochimie Aramco, qui pollue à elle seule 4,5 fois plus que l'ensemble de la population française et qui est première entreprise de pétrochimie mondiale, va mettre fin à sa puissance? De la même manière que l'industrie de l'agroalimentaire est à l'origine de 57% des émissions de CO2, est-ce que Nestlé, Danone, Carrefour et les autres vont mettre en péril leur économie pour nos vies, pour notre santé, pour l'environnement et pour les générations futures? Bien sûr que non. Nous sommes bien entendu pour l'interdiction des jets privés, c'est une évidence, mais nous sommes pour bien plus que cela. Nous sommes pour en finir avec la propriété privée des moyens de production. Nous sommes pour l'expropriation sans rachat des grands groupes, des banques et de toutes les branches importantes de l'économie. Nous pensons également qu'il faut produire différemment, il faut produire pour les besoins de la population mondiale et non pour les poches des patrons. C'est uniquement sous le contrôle des travailleurs que la production pourra se faire différemment et dans l'intérêt des masses. Mais vous l'aurez compris, cette transition écologique ne peut se faire dans le cadre du système capitaliste avec ses institutions réactionnaires, bourgeoises et impérialistes. Ce n'est uniquement par la lutte révolutionnaire et internationaliste que le changement de régime par une démocratie des travailleurs pourra se faire. C'est avec cela que nous pourrons en finir avec cette barbarie du capitalisme dans lesquels animaux et humains brûlent dans les feux de forêt ou meurent à cause des famines et de la sécheresse. J'insiste sur l'aspect internationaliste car ce n'est pas comme le réclame la gauche institutionnelle en faisant quelques réformes à l'échelle de la France que les choses vont changer. À quoi servirait d'interdire uniquement les jets privés en France s'ils volent partout ailleurs? À quoi cela sert de développer tel transport si en Malaisie, on rase des îles entières pour en récupérer le sable pour la construction? La crise climatique est la confirmation une fois de plus, comme avec les guerres, avec l'inflation ou encore la crise sanitaire, qu'il n'y a pas de frontières et que notre lutte doit être internationaliste, anticapitaliste, antiraciste et antipatriarcale. On ne peut accepter de faire la transition écologique ici quand dans d'autres pays, les entreprises françaises rasent et pillent des villages en Afrique, détruisent la nappe phréatique algérienne pour le gaz de schiste. Il n'y a pas de lutte pour le climat si on ne lutte pas de la même manière contre l'impérialisme français qui n'a aucun problème à interdire le glyphosate, sauf aux Antilles. Ce ne sont ni les alliances électoralistes de gauche, ni les commissions parlementaires ou quelques taxes aux frontières qui feront quoi que ce soit à cela. Car seule notre classe a la capacité, par sa position dans la chaîne de production capitaliste, de les arrêter. Vous le voyez, camarades, les défis sont immenses en face de nous. Pourtant, nous n'avons pas le moindre scepticisme dans les capacités de notre camp à pouvoir changer cela. Si les Warren Buffett s'extasient à l'idée de gagner cette guerre, ils savent néanmoins que chaque mobilisation nous permet de nous préparer pour une lutte bien supérieure. Leur sourire laisse place à l'angoisse lorsqu'au Sri Lanka, ils voient des prolétaires se doucher et dormir dans la chambre du président démissionnaire. Et je veux le dire avec fierté, chaque plongeon, chaque sourire de nos camarades sri-lankais dans la piscine du président déchu est une petite victoire dans cette guerre de classe. Et dans les années qui viennent de s'écouler, notre émotion a été grande, que ce soit avec les mobilisations du Hirak en Algérie, les manifestations au Mali pour dégager l'armée française, les révoltes du Myanmar, de Hong Kong, du Soudan, du Chili, des États-Unis après la mort de George Floyd ou encore en Palestine après les attaques de Sheikh Jarrah. Et nous le savons, la situation est explosive aujourd'hui.
que ce ne sont pas les moments de lutte qui vont nous manquer, à l'image en France de toutes les luttes sociales, antiracistes ou encore féministes que nous avons connues durant 5 ans, et je pense particulièrement au mouvement des Gilets jaunes. À l'international, nos camarades anglais nous montrent que la classe ouvrière, même après des années de défaite, sait se rappeler de sa force lorsqu'elle décide de s'organiser et de lutter contre le système. Pourtant, malgré toutes les émotions que nous ressentons, nous savons que cela n'est pas suffisant. Que la spontanéité, la radicalité et même les plongeons dans la piscine d'un président ne sont pas suffisants pour changer radicalement les choses. Le Sri Lanka, après le processus révolutionnaire qu'il a vécu, a abouti pour le moment dans un processus institutionnel. Et c'est la bourgeoisie sri-lankaise qui a le pouvoir là-bas. De la même manière, après les mobilisations en Algérie pour dégager Bouteflika, cela a abouti à un changement de dirigeants, mais pas de système. Et au Chili, le président Boric, qui a été élu sur le dos de la révolte chilienne, n'a même pas été capable de libérer le moindre prisonnier politique des révoltes, alors qu'il avait promis de le faire. Ce qu'il manque à cela, c'est une stratégie, un programme et des partis révolutionnaires capables, dans les moments de révolte, dans des processus révolutionnaires, être, comme le disait Trotsky, l'état-major de la révolution. Ce ne sont pas les révolutionnaires qui font les révolutions, mais l'histoire nous a appris que lorsqu'il y avait des partis révolutionnaires, à l'image de la révolution de 1917, que la rage et la colère des masses, organisées, coordonnées, est capable de bien plus que d'obtenir quelques miettes. Bien sûr, chaque lutte partielle contre l'exploitation et toute forme d'oppression est une victoire sur la classe dominante. Pourtant, cela n'est pas suffisant. Et nous savons par expérience et de par l'histoire que ce qui nous est donné de la main gauche est souvent repris de la main droite. Est-ce qu'aux États-Unis, quelqu'un aurait pensé, il y a 2 ou 3 ans en arrière, qu'un jour des États seraient capables d'interdire l'avortement? Trotsky disait, il y a plus de 80 ans, il nous faut aujourd'hui sauver l'humanité du suicide. Et cette parole est plus que vraie aujourd'hui. Avec tout l'enthousiasme que nous procurent les différents mouvements, les mobilisations et tout ce qui s'est passé, nous savons aussi que dans notre classe, il y a une forme de scepticisme, il peut y avoir une forme de démoralisation, il peut y avoir une forme de fuite en avant. Je disais notamment durant la campagne présidentielle, je racontais cette anecdote avec une camarade étudiante devant le Panthéon pendant une distribution alimentaire. Et cette camarade jeune me disait qu'elle ne savait pas ce qu'était son avenir et qu'elle n'avait pas envie d'enfant parce qu'elle ne savait pas ce qui en allait être demain pour elle et qu'elle ne voulait pas infliger ça à des générations futures. Et ça m'avait énormément impacté et j'ai essayé d'en parler le plus possible durant la campagne, d'essayer de montrer que la campagne présidentielle qu'on menait, elle était pour lutter contre cette démoralisation, contre ce scepticisme, contre cette flou sur l'avenir. Mais de la même manière, dans cette université d'été, j'ai pu aussi rencontrer des camarades qui ont fait le pas, qui se sont inscrits, qui ont mis de l'argent pour pouvoir venir dans cette université d'été et qui peuvent avoir aussi une forme de scepticisme, une forme de démoralisation par rapport à l'avenir, qui ne savent pas en fait ce qui va en être demain. Parce qu'ils ont vu que la situation, ce n'est pas la situation certes explosive du mouvement des Gilets jaunes, de la grève des retraites, des grandes marches du comité Adama après la mort de George Floyd. Et que souvent, la solution qu'on a, c'est de se démoraliser, d'essayer de fuir, d'essayer de se dire peut-être que l'herbe sera plus verte ailleurs, que peut-être en déménageant, que peut-être en changeant de situation, de vie, etc. Peut-être qu'on va trouver du baume au cœur, les camarades. Et il y a une situation aujourd'hui qu'on est en train de connaître en France, qui est celle de la démission un peu importante, sinon peut-être même massive, dans différents secteurs et notamment dans les services publics. Peut-être vous avez vu ces images à la RATP, se poser de bannettes, comme on les appelle, les bannettes de roulement de bus, sur le comptoir, de centaines et centaines de machinistes de la RATP qui démissionnent de la RATP parce qu'ils n'en peuvent plus de leurs conditions de travail et de salaire. Comment est-il possible, camarades, que 2 ans après que la RATP, que ces camarades qui ont mené 60 jours d'une grève exemplaire, que certains n'avaient jamais mené de bataille contre le patron, qui ont décidé du jour au lendemain de se lever, de mener une grève reconductible contre le patron, de bloquer leur outil de travail et de faire une lutte qui leur a permis et qui nous a permis collectivement de mettre un temps d'arrêt
à la réforme des retraites de Levoy? Comment un secteur qui a relevé la tête, qui a combattu, 2 ans après, il y a par centaines des ouvriers, des travailleuses, des travailleurs de la RATP qui démissionnent dans un silence assourdissant des directions syndicales qui n'apportent aucune solution à cela. Et cette phrase de Trotsky est importante. C'est à nous, camarades, c'est à nous en tant que militants révolutionnaires, c'est à vous également qui avez fait le choix de venir dans cette université d'été, de lutter pour sauver l'humanité du suicide. Parce que la réponse à tout cela, à la camarade qui ne sait pas quel est son avenir, au camarade qui est démoralisé, qui a envie d'aller vivre ailleurs, à celui qui a envie de démissionner de son entreprise, la réponse, nous la connaissons. C'est de s'organiser, c'est de lutter collectivement. Et ce qu'on a envie, c'est que de cette université d'été, vous ne sortiez pas uniquement avec des photos du Mont Blanc et des bonnes discussions. On a envie que vous mettiez un pied dans tout ça, d'être conséquent avec vous-même, d'être conséquent avec ce que vous pensez, d'être conséquent avec les luttes qui vous tiennent à cœur, de rejoindre une organisation politique qui aujourd'hui, modestement, à travers ce cadre, pose les bases de la nécessité de pouvoir lutter. Et cette nouvelle génération qui a envie de lutter, elle est ici présente. Et ce qu'on a envie, c'est que vous puissiez rejoindre ce projet qu'on est en train de mener avec les camarades de Révolution Permanente. C'est celle de la fondation d'un nouveau parti révolutionnaire en France qui rompt avec le routinisme et la passivité de l'extrême gauche, avec les trahisons des directions syndicales et des bureaucraties syndicales et qui modestement participe à sauver l'humanité du suicide. J'ai envie que vous veniez avec votre détermination, avec votre combativité, avec votre envie, votre expérience également militante, apporter et forger à nos côtés ce futur parti révolutionnaire en France. On est convaincus qu'ici présent, peut-être par dizaines, des camarades nous rejoindront, viendront forger cet outil nécessaire qui n'est pas une fin en soi, mais qui est primordial pour un but qui nous dépasse, qui est celui de la révolution et qui est celui du communisme. Au-delà de tout ça, c'est ce que nous, on a envie de construire demain. C'est ce projet qu'on a envie de mener, un projet qui en finit avec les classes, qui en finit avec cet État, qui en finit avec toute forme d'exploitation et d'oppression. Alors, chers camarades, en plus de cette UDT, rejoignez-nous. Merci.